c'était un mercredi soir lorsque j'ai reçu cet email des impôts. Nous devons mettre à jour vos documents afin de nous conformer à la loi 2020 sur la prévention de l'équilibrage du capital. Pour faire court, il m'invite à bénéficier d'un remboursement. Il faut que je fasse vite parce que le lien est valable pour une durée de 24 heures. Au-delà, je devrais recommencer la procédure sur le site impôts.gouv.fr. Hello, c'est City. Cette vidéo a pris pas mal de temps à réaliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. J'espère que ça vous plaira. Bon, vous l'aurez compris, l'email que j'ai reçu s'agit bien d'un phishing. Phishing, technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but d'usurper l'identité d'un individu, d'une entreprise, d'un organisme financier ou d'une administration. Évidemment, les impôts ne vous enverront jamais ce genre d'email vous demandant de rentrer vos informations de carte bancaire pour un remboursement. Si vous voyez du phishing, la meilleure chose à faire est de le signaler via le site Phishing Initiative qui est supporté par la Commission européenne. Et si vous le recevez par email, vous pouvez le signaler comme spam et hameçonnage. Grâce à ces signalements et après un contrôle des autorités, lorsque vous tenterez d'ouvrir le lien en question, les clients mail vous avertiront en cas de phishing. De même pour les navigateurs. Ceci étant dit, on va aller un peu plus loin. En jouant le rôle de la victime, j'ai tenté une réponse dans l'espoir de rentrer en contact avec les ficheurs. Sans succès, je fais quelques recherches et j'ai cru comprendre que ce phishing avait été envoyé depuis un réparateur-revendeur de téléphone en Turquie. Que le site du phishing en question est hébergé sur un hébergement mutualisé italien et que la personne ayant acheté le nom de domaine provient apparemment de Toronto au Canada. Aussi, lorsqu'on leur rentre l'adresse email de l'envoyeur sur Google, on voit que cette dernière a été signalée sur Signal Arnaque et que le site en question avait un domaine de premier niveau en .it pour l'Italie. D'ailleurs, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs approches qui ont été mises en place. Ici, la panne n'est pas placée sur les impôts, mais sur Chronopost par exemple. On remarque le même mode opératoire, ce sont des phishing en deux temps, avec des images en guise d'en-tête et de pied de page, afin de minimiser les sorties des victimes. Et oui, en retirant un maximum de liens externes, les ficheurs maximisent leurs chances de conversion. Dans le code source, le dossier principal des assets est nommé d'une façon assez similaire. Aussi, on retrouve un tweet à ce sujet mentionnant la même adresse email qui a été utilisée pour envoyer le phishing des impôts. En effet, c'est un sujet assez compliqué parce que les ficheurs vont souvent utiliser des sites en leur possession qu'ils ont obtenus d'une manière bien souvent illégale, afin d'y installer leur page de phishing. Sur le phishing Chronopost, j'ai pu voir qu'il y a un WordPress sous une version datant de 2016. Donc les attaquants ont peut-être exploité une vulnérabilité de façon massive afin de s'approprier plusieurs sites pour s'en servir comme support. Ces deux phishings sont bien d'actualité car lorsqu'on analyse les en-têtes des assets servis, on voit que la dernière modification date du 11 février 2020 pour le phishing des impôts et du 29 janvier 2020 pour celui de Chronopost. Bref, concentrons-nous sur le phishing des impôts. Après ces quelques recherches, j'ai développé un bot qui génère des données afin qu'il soit impossible pour les ficheurs de discerner les vraies des fausses. Ici, on voit que le bot tourne sur le phishing des impôts. Mais j'ai écrit le code de manière générique afin qu'il puisse aussi fonctionner sur d'autres pages de phishing, comme celui de Chronopost par exemple. De plus, c'est courant que ces derniers utilisent des hébergeurs gratuits. Les espaces de stockage, disques et bases de données sont généralement limités. Donc en laissant tourner le bot, ça peut saturer leurs espaces de stockage et protéger davantage de personnes. Bon, faut en envoyer un paquet, mais c'est possible. Pour la réalisation de ce bot, il y a deux solutions. Soit on requête directement sur les endpoints et fichiers en question, ou soit on fait remplir les formulaires via l'interface et on opère côté client. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la première solution parce que je la trouve plus intéressante. Si vous êtes intéressé par la seconde, vous pouvez regarder du côté de la librairie Puppeteer. Notre bot est constitué de trois parties principales. La partie scrapping, qui va nous permettre de récupérer les informations que nous demandent les formulaires, une partie permettant la génération de fausses données tout en ayant l'air réel, et la partie de soumission des formulaires. On va utiliser Node.js pour concevoir Antifiche. Oui, je l'ai nommé ainsi. Si tu veux le code complet d'Antifiche, c'est en description et en promotion pendant une semaine. La semaine prochaine, après la sortie de cette vidéo, le prix augmentera. En sachant qu'Antifiche s'adapte à pas mal de formulaires demandant des informations sur la personne ou concernant le paiement, j'ai confiance en votre bon sens et je vous déconseille fortement de l'utiliser à mauvais escient. Je vous vois venir, petit malin. Comme on l'a vu, mon but n'était pas de toucher au client, mais de requêter directement les fichiers traitant les requêtes. Je crée un dossier Antifiche et j'initialise le projet comme si je voulais créer un paquet NPM. NPM pour Node Package Manager, le gestionnaire de paquets officiel de Node.js. Ensuite, en regardant le phishing des impôts, on voit qu'il y a un premier formulaire demandant des informations sur la personne même. J'analyse donc la page et quand on valide le premier formulaire, on voit que ça vient taper un fichier cc.php et que ça nous redirige vers un deuxième formulaire. Ce formulaire demande des informations bancaires de la victime. Une fois ce formulaire validé, ça nous redirige vers une sorte de page 3D Secure. 3D Secure est une technologie qui sécurise les paiements en ligne. Elle vise à réduire l'utilisation frauduleuse des cartes de crédit sur Internet. Mais vous vous doutez bien qu'ici ce n'est que du pipo. Je rentre un code bidon. Oh, ils ont même pris soin de faire un pattern côté client, demandant 4 caractères minimum. Super, ça a l'air de fonctionner. Au grand malheur, le code ne fonctionne pas. Peu importe le code que l'on soumet sur info3.php, ça va nous rediriger sur un index4.php, nous disant que le code est erroné. On peut vraiment les féliciter, quel réalisme!
Et via index4.php, là, le code fonctionne parfaitement. Bon, et bien maintenant on a tout ce qu'il faut pour créer notre bot anti-fiche. On installe Commander, car je voulais interagir avec anti-fiche par ligne de commande. D'ailleurs, on va faire comme eux, on va rendre les données réalistes. On va donc installer le paquet npm faker qui va nous permettre de générer des données comme des noms, prénoms, user agent, etc. User agent, chaîne de caractères comprise dans l'entête des requêtes permettant d'identifier une application, système d'exploitation, les versions de ces derniers, etc. J'en profite pour installer Axios qui va nous aider à créer nos requêtes HTTP, JSDOM qui va reconstituer le DOM que l'on pourra manipuler à l'intérieur de notre bot Node.js, ainsi qu'Aura pour afficher un spinner et des messages stylisés dans la console. Je crée ensuite un fichier antifiche.js qui sera le point d'entrée de notre bot. Pour ne pas rendre la vidéo trop longue, j'importe mon fichier bot.js qui contient la classe de notre bot. On y reviendra un peu plus tard. On écrit notre shebang en début de fichier afin que l'on puisse exécuter antifiche sans avoir à spécifier notre interpréteur. Ici le binaire Node.js. On accompagne ça avec un change mode +X pour rendre notre fichier exécutable. Si vous n'êtes pas sous une architecture Unix, comme sur Windows par exemple, vous devrez préfixer toutes vos commandes avec Node et le nom du fichier. On require Commander ainsi que la classe de notre bot. Je crée une IIFE et définis les options que peut recevoir Antifiche, à savoir une base URL, la possibilité d'ajouter plusieurs pages pour chaque cycle. Ici, j'ai imaginé un cycle comme étant une entité qui peut contenir plusieurs pages dans le temps. Une fois que tous les formulaires ont été soumis, je considère le cycle terminé. Dans notre cas, on a seulement 2 formulaires par cycle, le formulaire sur la personne et le formulaire de la méthode de paiement. Donc je crée une option permettant de renseigner les pages où se trouvent les formulaires. Si cette option n'est pas renseignée, la racine de la base URL sera utilisée. On peut donner un nombre de cycles, si on n'en renseigne pas cette option, j'ai mis une infinité de cycles par défaut. La possibilité de choisir la langue par rapport aux données que l'on générera, et un délai maximum sur l'entête de nos requêtes HTTP. On demande à Commander de parser les arguments que l'on reçoit. S'il n'y a aucune page de renseigner, on va se servir de la racine de la base URL pour qu'Antifiche travaille dessus. On s'assure que le nombre d'itérations soit un entier. On instantie notre bot en passant notre base URL et les options que l'on reçoit en mettant des valeurs par défaut si les options ne sont pas présentes. Dans une fonction fléchée, on va définir les étapes séquentielles de notre bot pour chaque cycle. Vous verrez qu'on retrouvera nos 3 parties principales. J'ai tenté de rendre le code simple et clair à lire. Dans un premier temps, on initialise un nouveau cycle. Rappelez-vous que chaque cycle peut contenir plusieurs pages à parser. Dans notre cas, 2 pages pour 2 formulaires au total. Ici, on ne va pas venir chercher une performance incroyable, donc je renvoie une promesse dans chaque méthode de notre bot, afin de rester consistant tout du long. Une promesse est un objet, promise, qui représente la complétion ou l'échec d'une opération asynchrone. On itère à travers nos pages afin d'indiquer à notre bot quelle page il va devoir scraper. On pousse tout ça dans un tableau de promesses et lorsque ces dernières ont terminé de travailler, on passe à la suite. Même logique pour la génération des données, excepté qu'on passe en paramètre les formulaires retournés précédemment et on continue. Ensuite, on soumet nos formulaires en passant nos formulaires mis à jour grâce à l'étape précédente, car ces derniers comprennent maintenant les données générées à envoyer. Pour exécuter le tout en fonction du nombre d'itérations passées via nos options, on itère en fonction de ce nombre et on exécute nos étapes précédemment créées. Dans notre classe bot, j'ai désactivé les follow redirects. Je considère les statuts 302 comme étant des succès afin qu'Axios ne jette pas une exception. On prend soin de ne charger que les locales de la langue donnée en option, sinon on les charge toutes. À chaque nouveau cycle, on génère un nouvel agent utilisateur. De cette façon, si les fichiers utilisent les user agents pour faire le tri dans leurs données récoltées, il ne sera pas possible pour eux de discerner les vrais défauts. En plus, ce qui est bien, c'est que Faker ne génère pas les user agents à partir de chaînes de caractères en dur, mais les génère dynamiquement. Dans la méthode scrap, on prend soin d'avoir un petit système de cache pour ne pas scraper les pages à chaque nouveau cycle, mais seulement lors du premier. Notre cache aura la même durée de vie que l'instance de notre bot. On récupère le premier formulaire ainsi que son action et sa méthode, tout en donnant des valeurs par défaut s'il n'y en a pas. Et on récupère aussi tous les champs du formulaire. Dans la méthode GenerateData, on parcourt tous les champs récupérés précédemment et on vient faire le mapping de ces derniers en générant les valeurs en fonction des attributs name de nos entrées. Si tu veux le mapper et le code source complet, tu peux tout télécharger via le premier lien en description de cette vidéo. Pour finir, on soumet notre formulaire du cycle courant via les valeurs des attributs récupérés pendant notre scrapping. Avec ma connexion qui n'est pas tip-top, Antifiche remplit 3000 formulaires en 1 heure. On pourrait jouer sur du parallélisme afin de rendre Antifiche plus rapide. Libre à vous de le faire. Si tu veux que je prenne du temps pour t'expliquer davantage le code, ou que tu veux le code source complet du bot Antifiche, je t'invite à te rendre dans le premier lien en description de cette vidéo. Le tout est en promotion pendant une semaine. La semaine prochaine, après la sortie de cette vidéo, le prix augmentera. J'apprécierais grandement un pouce bleu d'encouragement de ta part, parce que ce genre de vidéo me prend entre 15 et 25 heures de travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine. En attendant, restez passionnés et à bientôt. Salut tout le monde!